Vous savez qu'aujourd'hui, on publie journalièrement 4 fois plus de lois qu'au début des années 90. Les années 90, c'est quand même pas la préhistoire, quoi. Les gens étaient civilisés. Eh bien, aujourd'hui, chaque jour, c'est 4 fois plus de lois qu'une journée type en 1990. C'est complètement débile, en fait. Je ne vous le dis pas pour la circonstance, vous pouvez le vérifier. 23 octobre dernier, on a voté à Bruxelles, au DOCS, 21 propositions programmatiques et dedans, il y a la suppression de 30% de législation parce qu'il y a trop de législation aujourd'hui. Le Covid a eu un très mauvais impact sur les finances publiques. C'est qu'on est drogué maintenant à la finance publique. Dès qu'il y a le moindre problème, on se dit on va faire un chèque, on va aider, ah ben comme en période Covid, on va refaire ça, etc. Résultat des courses, on a des taux de déficit qui sont presque de 30 milliards aujourd'hui. On était à 42 à l'époque Covid, mais on était à une dizaine avant le Covid. Donc c'est 20 milliards de plus. Il va falloir m'expliquer où part l'argent, quoi. C'est un non-sens. Dès que vous avez un questionnement aujourd'hui, vous êtes un complotiste. Donc, je trouve qu'il y a effectivement des complotistes, pour être clair, mais je trouve que cette faculté que l'on a à tout le temps renvoyer comme complotiste dès que des gens osent poser des questionnements sur des sujets, et c'est des questions, enfin je veux dire, c'est l'inverse d'une démocratie libérale. Bonjour les bameurs, bonjour les mameuses. On est ici dans un bureau fantastique, le loft de notre ami Georges-Louis Boucher. Je rappelle qu'on va inviter, et on a invité tous les présidents de partis francophones. Le premier à avoir accepté. Les autres, vous répondez quand vous voulez. Donc, on vous recevra ou on viendra chez vous, c'est selon. Donc ici, on a envie de s'intéresser aux présidents de partis. Bonjour et bienvenue chez vous. Donc, président de parti, finalement, c'est pas là où on a le plus de pouvoir, quelque part. Si, certainement qu'en Belgique, c'est la fonction qui permet en tout cas de couvrir le champ le plus large. C'est-à-dire que ça soit du niveau local, en passant par le niveau régional, fédéral, c'est clair que tout repasse par le président de parti. Donc la multitude d'informations et la vue d'ensemble, c'est déjà un élément de responsabilité, je dirais, donc, qui peut se traduire de pouvoir, parce que c'est vrai qu'avoir toute l'information, ça vous donne quand même une vision et un niveau de connaissances qui vous donne toujours un avantage. Et derrière, c'est vrai qu'en Belgique, la démocratie s'organise autour des partis. Mais moi, je ne trouve pas ça mal, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien structurer le débat public. Et donc, Macron est une très bonne illustration. Il a dit qu'il faut supprimer les partis. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il en a créé un. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas de parti politique, donc je ne dis pas que tout fonctionne bien, mais je dis juste que l'idée même du parti, elle est indispensable. Parce que s'il n'y a pas de parti, chacun s'exprime individuellement. Et là, le contre-exemple, c'est quoi? C'est les gilets jaunes. Au début, ils ont essayé d'avoir une idée commune, puis ils ne se sont pas mis d'accord sur la ligne politique, en fait, et ça a complètement explosé en plein vol. C'est assez logique. Vous êtes obligé, dans une société avec autant d'habitants, vous êtes obligé de structurer les idées par quelques blocs, et là, vous organisez un débat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une marge personnelle dans chacun de ces blocs, mais il y a quand même des grandes tendances, et on peut penser ce qu'on veut et tenter de réinventer la roue. Les philosophies politiques, moi je ne crois pas qu'il y a une voie comme ça, toute nouvelle. Il y a toujours une base. Est-ce que votre projet politique repose sur la liberté et la responsabilité? Ou est-ce que votre projet politique repose avant tout sur la solidarité? Est-ce qu'il repose avant tout sur la planète? Enfin, voilà, donc il y a toujours des grandes tendances qu'on peut catégoriser en 5-6 grands ensembles. Et donc à ce titre-là, oui, les partis sont utiles et il faut bien qu'ils soient dirigés d'une manière ou d'une autre. Un président disruptif un peu, puisque les habitudes ont changé, on avait toujours quelqu'un de sage et tranquille. Ici, ça a été dans tous les sens. Je pensais qu'il y avait une ligne blanche pour la MR avec le clan Renders et le clan Michel. Vous venez de quel coin, vous? Moi, j'ai travaillé pour Didier Renders et j'ai travaillé pour Charles Michel, donc voilà. C'est vrai qu'il existe une dissension au sein du parti, on en parle très souvent. Il y a pu avoir peut-être à une époque, mais bon, c'était plus des enjeux de divergences personnelles plus que de divergences de lignes fondamentalement. Mais aujourd'hui, la question ne se pose plus. Vous savez, ici, parmi les collaborateurs, il y a des gens qui ont travaillé avec Renders, des gens qui ont travaillé avec Charles, des gens qui ont travaillé avec Olivier Chastel, et des gens qui viennent via moi. Et donc voilà, il y a une synthèse un peu de tout le monde maintenant. Donc c'est un parti qui a été compliqué. On a mis un comité des sages qui était chargé de vous surveiller. Ils ont existé une semaine et puis on n'en parle plus. Il existe encore ça? Non, parce que j'ai fait voter des nouveaux statuts et c'est pas dedans. Et là quoi? Donc voilà. C'est les attributions d'un président. De toute façon, un président sous contrôle, ça ne peut pas exister.
soit vous êtes président, soit vous ne l'êtes pas, soit vous avez une capacité de trancher, soit vous ne l'avez pas. Et de toute façon, allez, je vais être clair avec ma personnalité, je vais pas, enfin tout le monde sait bien que si je le fais à fond, et si pas, je ne le fais pas. Non, je pense qu'il y a eu, on a eu des années de façon globale, ces dernières années, crise Covid, changement de gouvernement régulier. Moi, j'ai dû nommer une quinzaine de fois des ministres, au moins. C'est quand même beaucoup en très peu de temps. Donc, il s'est passé plein de choses. C'est une décision que vous prenez seul ou il y a un collège? Comment ça se passe? Le choix des ministres, c'est le président qui détermine. Et si on n'est pas d'accord? Et donc, après, vous pouvez avoir une discussion. Oui, mais allez, moi, ça m'a fait rire aussi à cette époque-là, où à un moment, on a dit oui, mais il faut que ce soit transparent, la désignation ministérielle, etc. OK, mais quoi? Vous allez discuter d'une désignation ministérielle avec des gens qui eux-mêmes veulent devenir ministres potentiellement. Comment voulez-vous que ça marche? Il faut bien qu'il y en ait un qui lui-même n'est pas candidat à la fonction, qui tranche. Donc, oui, il y a des discussions, bien sûr. Il y a toujours des discussions. Il y a des discussions quotidiennes sur plein d'enjeux. Vous ne pouvez pas être un bon président si vous vous enfermez et que vous pensez que vous avez tout le temps raison. Donc, vous devez prendre tout ce qu'il y a autour de vous à tous les niveaux. Et puis, à la fin, vous devez trancher, oui. Et donc, sur les dernières nominations ministérielles, à chaque fois, j'ai testé l'idée auprès de 2-3 personnes. J'ai un peu senti et j'ai été au bout. Mais si je m'arrête sur un nom, c'est qu'il y a déjà eu une réflexion avant. Je ne vais pas le faire au hasard. Et jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a une nomination, il y a toujours eu beaucoup de commentaires. Bon, sur Hadj Habib, je trouve qu'il fait pas si mal. Oui, il y a eu Adrien Delimon. Le mercato le plus rapide du monde politique. Hein, je suis d'accord, mais aujourd'hui, je pense que les faits montrent quand même que c'était des choix parfois osés, mais que ce n'étaient pas nécessairement des mauvais choix. Si vous regardez Hadja, si vous regardez Adrien Delimon, si vous regardez de façon globale notre casting fédéral, objectivement, aujourd'hui, le MR a des fortes personnalités dans tous les arrondissements électoraux, a des gens qui mènent aussi leurs compétences convenablement. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. C'est qui a nommé Mathieu Michel? C'est moi aussi. C'est la même chose. Regardez, Mathieu, tout le monde a eu beaucoup d'expressions. Aujourd'hui, il est très présent. Il est présent sur des dossiers qui montent fortement sur le plan médiatique. C'est une personnalité forte en Brabant wallon. Vous savez, à l'époque, c'est ce que j'ai dit aussi, hein, c'est pas moi qui vote. Hein. Moi, j'ai constaté les résultats électoraux et ça s'appelle la démocratie, c'est la légitimité électorale. Il a un des meilleurs taux de pénétration du mouvement réformateur. Et il a bossé, et je tiens quand même à saluer un truc, il a commencé dans des circonstances qui étaient hyper difficiles. Il y en a pas mal qui auraient lâché. Là, il est bien là. Et parmi les secrétaires d'État de ce gouvernement, c'est certainement lui qui est le plus visible. En tous les cas, on a une belle vue sur l'échafaudage qu'il a promis d'enlever avec un seul tournevis. Donc, et ils seront retirés d'ici les élections de 24. Donc, intégralement, hein, pour être tout à fait précis, qu'on ne dise pas qu'on va débuter le retrait du haut de ces échafaudages. Ouais, mais ça c'est... Il y a des progressivement. Hein, Quand on parle de Jean-Louis Boucher, il n'y a pas de fond de gris. Hein. C'est blanc ou noir, on déteste ou on adore. Comment est-ce qu'on vit ça tous les jours ou en tous les cas la famille ou les proches Je pense que c'est plus un enjeu pour les proches ou la famille. Moi, j'essaie de faire les choses que j'estime être justes ou que j'ai envie de faire. Et donc, c'est déjà pas mal, je trouve, dans la vie. Et je considère qu'il y a des critiques qui sont vraiment pas légitimes et qui relèvent d'une caricature qui est faite en permanence médiatiquement. Mais bon, c'est pour ça que... vous disiez à un moment... Oui, mais c'est pour ça que tous les soirs, moi, je suis sur le terrain, je prends la parole, soit dans des organisations faites par des tiers, soit des organisations faites par l'EMR, puisqu'on a une tournée de conférences quotidiennement. Je ne sais pas quelle soirée passer chez vous. Mais... Ah oui, mais exact, mais on n'en a pas. Donc en fait, tous les soirs, il y a une activité, mais c'est une consigne que j'avais donnée à mes équipes en disant je ne veux pas être un soir chez moi, je veux absolument qu'on aille partout, tout le temps sur le terrain. Et même les activités qu'on organise, on a plus de 40% de gens qui y viennent qui ne sont pas membres du MR. Donc l'opération fonctionne. Parce que si vous faites le tour des sections avec que des convaincus, oui, c'est bien pour votre morale, mais il faut convaincre. Vous êtes plutôt automobile que cyclisme, mais là, on a l'impression que le sprint, vous l'avez commencé au panneau de 100 km. Hein. Dans une élection qui a lieu dans un an. Oui, mais le travail de conviction, c'est quelque chose de lent. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte par les analystes politiques. C'est quand vous avez un événement politique, les analystes politiques pensent qu'en 2 jours, ça va marcher. Sauf que les gens n'ont pas un rapport à l'actualité comme nous. Nous, on regarde les sites d'infos 47 fois par jour, on fait des refresh en permanence, etc.
Mais les gens, c'est pas comme ça. Parfois, une info qui va sortir aujourd'hui, ils vont la voir dans une semaine, dans un flot d'informations continues dans plein de domaines. Et donc oui, c'est un enjeu permanent. Et puis, il fallait moderniser aussi le parti. Il fallait le redynamiser. Donc, on a changé des points de programme, on a modifié les statuts, on a modifié la communication. Donc, tout ça, c'est du travail quotidien. Mais ceux qui pensent qu'on arrive à convaincre les gens à un mois du scrutin, c'est absurde. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont indécis jusqu'au dernier jour, mais je crois que ça va en 2 temps. Le premier temps, c'est que vous devez imprimer des idées dans la tête des gens, c'est ce qu'on est en train de faire. Et effectivement, le dernier mois, vous êtes plus sur un rapport humain, voilà, le dernier bien choix. Le mot Quoi. imprimer dans la tête des gens, parce qu'on va reparler un petit peu, parce que bam, on est un peu des doutistes, hein, on n'est pas des pas les complotistes, on est ensemble parce qu'on avait des doutes. Imprimer dans la tête des gens. De toute façon, dès que vous avez un questionnement aujourd'hui, vous êtes un complotiste. Donc, voilà. Je trouve qu'il y a effectivement des complotistes, pour être clair, mais je trouve que cette faculté que l'on a à tout le temps renvoyer comme complotiste dès que des gens osent poser des questionnements sur des sujets, et c'est des questions, enfin je veux dire, c'est l'inverse d'une démocratie libérale. La démocratie libérale, la science se conçoit justement par le biais de questions et de réponses, donc d'échanges permanents. Et donc, si dès le départ, dans le débat public, on dit non, il y a des thèses qu'on ne peut pas du tout aborder, je ne parle pas de thèses qui portent atteinte aux droits de l'homme, racistes, xénophobes, qui là ne sont pas des thèses, qui sont des délits, mais pour tout le reste, tout peut faire l'objet de discussions et de débats. Et ce qui est assez terrible, c'est qu'aujourd'hui, dès que vous dites un truc, c'est complotiste, fasciste, voilà, et on essaie de discréditer certains types de propos. Je trouve que ça ne va pas, quoi. Il faut essayer de répondre argument par argument, c'est tout. Oui, mais bon, il faut faire la distinction, en fait, il y a en fait, le fait de se poser des questions et le fait de faire des hypothèses pour essayer de répondre à ces questions. C'est là où on peut passer éventuellement dans le complotisme, c'est quand on commence à émettre des hypothèses sur... c'est même pas encore des hypothèses, et ça c'est le vrai complotisme. Mais le questionnement, par définition, c'est quand l'hypothèse est présentée comme un fait. Oui. Voilà, c'est là où vient le problème. C'est là où ça vient le problème. Est-ce qu'on voudrait revenir simplement, on est passé par des conditions difficiles, on a manqué de bon sens dans la politique belge. C'est pas votre avis avec le recul d'une pandémie qui est maintenant finie? Oui, puisque vous faites allusion à la crise Covid. Moi, je ne vais pas faire des commentaires aujourd'hui qui sont différents de ce que j'ai fait à l'époque. On a d'ailleurs été considéré comme pas correct, etc., parce qu'on a émis des questionnements. Je pense que la gestion de la crise Covid est fortement à l'image de la gestion de l'État en Belgique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, non pas compte tenu de la qualité des personnes qui y est, mais c'est plutôt compte tenu d'un mode d'organisation entre l'administration, les cabinets ministériels, les élus politiques. On ne peut pas nécessairement toujours décider sur la base d'une expertise dernier carat. Par exemple, l'histoire de l'énergie. On a aujourd'hui trop peu d'agents à la DG Énergie pour véritablement être correctement armés pour déployer une stratégie à 20 ans. Je trouve que c'est une lacune majeure. Et ben, sur la période Covid, c'était un peu la même chose. Où, à un moment... Ça peut sembler être facile, les scientifiques. Est-ce qu'ici, toute la stratégie est faite maison? Je veux dire, il n'y a pas de McKinsey qui tourne autour du MR. Parce qu'on avait le sentiment, c'est Marie Gilbert qui disait qu'il y avait dans le Codeco des gens qui travaillent là-dessus. Il y a les scientifiques, et quand ça ne marchait pas, on nous engueulait, nous, en disant mais c'est vous qui avez mal confiné. Donc il y avait un peu cette sensation-là. Perception-là, en tout cas. Non, je pense que ça relève d'autre chose. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en politique qui veulent l'apparence du pouvoir. Donc, ils aiment bien avoir tous les attributs. Ils aiment bien distribuer des subsides et tout ça parce que ça, tu ne prends pas de risques. Mais il y a très peu de politiques qui osent assumer la responsabilité avec les conséquences de la responsabilité. Et donc, moi, on peut m'aimer ou pas m'aimer. Mais en tout cas, je donne une ligne politique qui est claire. Celui qui n'est pas d'accord, OK, il peut m'attaquer. Celui qui est d'accord, au moins, il sait pourquoi. Mais ça, c'est un truc qui n'existe quasi plus. Donc, en fait, on dit que je suis un peu différent en politique ou que je remue. Moi, à mes yeux, c'est les autres qui, en tout cas beaucoup d'autres, qui ne font pas les choses telles qu'ils devraient les faire, c'est-à-dire assumer une position. Et donc, la question... Oui, je l'ai fait aussi dans un débat, Rentier, La Terre, et d'ailleurs, vous aviez été surprenant de connaissance. Et d'ailleurs, pour être clair avec vous, moi, quand on dit c'est les experts, etc., il faut quand même que tout le monde soit de bon compte. Je pense que, les politiques auraient dû imposer aux experts de nous sortir des données chiffrées, mathématiques, etc. Par exemple, pour justifier pourquoi on fermait les coiffeurs et pourquoi on ne les fermait pas. C'est par exemple à ce moment-là que c'est vraiment apparu, où j'ai dit, on nous demande de fermer un secteur économique, on n'a même pas un rapport là-dessus. Et alors les experts, eux, se drapaient. En fait, leur mode de raisonnement était hyper simple. Leur mode de raisonnement était de dire, il faut limiter le nombre de contacts.
Et donc pour eux, c'était pas fermer les coiffeurs ou fermer les salles de sport ou quoi. C'était voilà, pour limiter le nombre de contacts, il faut diminuer le volume d'activité des gens. Et donc on fermait, je vais pas dire presque au hasard, mais il y avait dans la discussion un côté marchand de tapis au bout d'un moment. C'est-à-dire, mais attendez, moi j'ai entendu à la table des trucs du genre où on disait ah ben puisque le MR voulait faire plaisir à ce secteur-là, on va pas le faire, ou parce que le PS voulait. Oui, mais que vous l'ayez via des partis ou pas, si vous l'aviez via des individus, ça revient à la même chose. D'ailleurs, moi je suis le bon exemple. Maintenant j'ai même des adversaires politiques qui parlent plus du MR, qui parlent de moi personnellement. Donc ils disent Boucher, donc ils attaquent même plus le MR. À la rigueur, ils disent même que le MR c'est bien, mais Boucher c'est un problème. Donc si vous ignorez l'aspect parti, il y a toujours au minimum la rivalité de personnes. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On a mis sur la table ceci, on a mis une Karine Dallieu pour dire quelque chose. Oui, bien sûr. Pour dire une personne, et simplement, et les syndicats aussi, on a mis sur la table des concessions. En fait, voilà, c'est ça. C'est un pays oui, bien sûr, mais bon, moi je pense que le nœud du problème, c'est pas que des gens déposent des dossiers sur la table. Le nœud du problème, c'est qu'il n'y ait pas la capacité dans la prise de décision et la gestion des équipes de se dire on va faire le choix le plus rationnel. Exemple, le nucléaire. Le nucléaire, on ne le fait pas pour faire plaisir au MR. Ça les emmerde d'ailleurs de reconnaître qu'on avait raison avant les autres. Mais c'est juste la rationalité. Et donc à un moment, ils devraient juste s'en tenir à dire ok, la rationalité nous amène à devoir aller là. Et donc, ce qu'il faut beaucoup plus dans les décisions politiques, c'est fixer des objectifs, évaluer les politiques publiques et avoir une prise de décision qui est sans cesse justifiée par la rationalité. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ouais, alors justement, sur la loi pandémie. Donc moi, évidemment, j'ai eu l'occasion on a eu l'occasion de se rencontrer effectivement pour les débats qu'on avait organisés sur la loi pandémie. Donc là, on est quoi? Ça fait combien de temps maintenant que la loi pandémie a été? Il y a 2 ans, je crois. 2 ans. Et donc, je reviens avec ça, fatalement, parce que, bon, avec le temps, on s'est quand même rendu compte que la plupart des décisions qui avaient été prises avec très peu ou pas du tout d'efficacité, parce que j'avais des conséquences quand même assez graves sur le plan économique, social, humain. Les droits. Sur quelle base vous pouvez dire que ça n'avait pas d'efficacité? Alors, on va le refaire autrement. Sur quelle base on peut dire que ça a été efficace? Sur une base qui est très simple, qui est une base qui est purement statistique, c'est plus vous diminuez les contacts entre les gens, plus vous diminuez les capacités de circulation d'un virus. C'est pas ce qui s'est passé. Et donc, oui, mais il y a eu un équilibre, pour être honnête. C'est-à-dire que les vaccins, le contact, la diminution, donc ça a été une conjonction de paramètres qu'il faut doser. Donc autant, moi j'ai trouvé qu'on manquait de rationalité pour expliquer certaines décisions, ça c'est vrai, clairement. Autant je trouve que sur la gestion, elle ne pouvait pas être blanche ou noire. Donc si on avait laissé tout ouvert, à un moment on aurait une saturation du service hospitalier. Si par contre on avait tout fermé, on serait comme les Chinois. Les Chinois ont tellement confiné à l'extrême qu'en fait, et en plus leur vaccin semble inefficace, ils n'ont pas créé d'immunité collective suffisante. Nous, je trouve que dans la stratégie, on a quand même réussi à gérer... Non. La Suède a bien fonctionné. Mais la Suède a dû vite revenir en arrière. Non, elle n'a pas revenu en arrière. Et s'est rendu compte qu'elle avait fait des erreurs au niveau de la gestion avec les personnes âgées. Mais sinon, ils ne sont pas du tout revenus en arrière. Oui, mais bon, ça c'est tous les débats. Il n'y a jamais eu de masque, il n'y a jamais eu de fermeture, réellement, il n'y a jamais eu tout ça. Il y en a un peu plus que ce que vous dites, je vous assure. Enfin, tout non, j'ai bien étudié le dossier de la Suède. Il n'y en a pas eu. Et il y a eu le Dakota du Nord et le Dakota du Sud qui ont des politiques complètement différentes, l'une très restrictive, l'autre pas du tout. Aucune différence entre les deux États en termes de décès, en termes de... Donc, non, il y a une série de décisions. Le confinement, ça a créé des drames dans les familles parce qu'effectivement, il y avait des familles qui vivaient à trois générations dans un appartement. Ça a été une explosion, évidemment, le confinement. Ça a créé des problèmes dans les familles, ça a créé des problèmes chez les jeunes, des écoles, des jeunes qui se sont suicidés parce qu'ils n'avaient plus de contacts sociaux, les masques à l'extérieur qui ne servaient strictement à rien. Donc, tout ça, on a mis noir sur blanc dans une loi, et ça n'a aucun sens. Non, c'est pas ça qui a été mis dans la loi, c'est une procédure qui permettra justement à l'avenir au Parlement d'avoir plus de contrôle. Toutes les conneries qu'on a fait. Non, mais c'est une perception. Oui, c'est notre perception. Oui, mais de donner un cadre. Mais allez, c'est quand même mieux qu'à un moment donné, il y ait l'obligation d'un débat public sur les différentes initiatives qui sont prises que le système tel qu'il a été opéré à l'époque. Donc, ici, on a quand même quelque chose qui permet d'encadrer et de donner de la transparence. Donc ça, c'est quand même positif par rapport à ça. On ne donne pas les pleins pouvoirs, parce qu'ici, c'est pire. On a eu l'impression que c'était une loi qui était pour justifier ce qui avait été fait. Et d'ailleurs, vous-même, vous aviez proposé, je trouvais que c'était une bonne idée, que ce soit une loi Covid et pas une loi pandémie. Exactement. Et donc, pourquoi est-ce que... Donc, moi, ma question, elle va être assez directe et assez simple, et je crois que ça va intéresser beaucoup de nos téléspectateurs, c'est
est-ce que vous comptez abroger la loi pandémie? Est-ce que vous comptez mettre ça dans votre programme? Parce qu'il y a quand même des indépendants, les commerçants, des parents d'enfants, des gens qui, comme nous, n'ont pas nécessairement marché dans la peur, ou des gens ou simplement qui ont été choqués par les droits fondamentaux, des choses qui sont importantes pour les maires. Je vous rappelle que cette loi a été adoptée après la pandémie. Oui. Donc à l'époque, quand on dit loi Covid, c'est parce qu'on était en période. Et puis après, le raisonnement, il a changé. On est encore en période Covid. Hein. Sur les oui, fins. Oui. Et le raisonnement a changé. Il a été de dire, ben, la prochaine fois qu'il se passe quelque chose de ce type-là, il faut offrir plus de transparence, plus de débat démocratique et plus de cadres. C'est ce que la loi permet aujourd'hui. Donc, objectivement, en quoi elle est attentatoire à des libertés à partir du moment où tout doit passer par le Parlement? Non, le Parlement, on le consulte de temps à autre. Oui, et le Parlement a l'occasion de remettre en cause ces aspects. Donc, on a quand même... Parce que, vous savez, il y a aussi un truc, hein. Il y a beaucoup de politiques qui ont pris la parole en disant « ouais, il faudrait le faire autrement, etc. » Vous savez que même à l'époque, le Parlement pouvait être convoqué à n'importe quel moment, hein. Et le Parlement aurait pu tout abroger, hein. Des arrêtés ministériels, des arrêtés royaux, etc. Tout ça, un Parlement peut prendre une loi pour les abroger telles quelles. Donc le Parlement, dans une démocratie comme la nôtre, reste souverain en toutes circonstances. Ici, c'est qu'il ne faut même pas passer par l'étape de le convoquer. Il y aura des moments où il sera convoqué. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi aucun des partis, même ceux qui parfois étaient les plus critiques, n'a osé déposer un texte contradictoire. Je pose la question, comment ça se fait que le Parlement en fait, a été finalement très très peu actif pendant toute cette période? On a l'impression qu'ils étaient complètement endormis. Mais pour une raison qui est simple, c'est que personne n'aurait osé prendre la responsabilité. Prendre l'initiative de... Donc nous, on a pris des initiatives sur des points, mais nous, la différence avec les partis d'opposition, c'est qu'on est au comité de concertation, et avant ça, au Conseil national de sécurité. Donc nos points, on les défendait là. Bon, il y avait des points de compromis, il y a des choses sur lesquelles on était extrêmement mécontents, des choses sur lesquelles on a trouvé que c'était pas trop mal. Donc l'idée était de dire, est-ce qu'on reste à la table, mais au moins on arrive à garder un équilibre, ou est-ce qu'on sort, ça a plus de panache, mais tu subis du matin au soir? Et ça, c'est un questionnement qui est très souvent présent en politique belge. Soit tu peux sortir, tu as du panache, c'est classe, ce que tu dis, waouh, les gens, quel courage, ok, mais 2 semaines après, il n'y a plus personne qui te regarde parce qu'en fait, tu subis le truc. Et donc souvent, quand tu n'es pas à la table, ben, tu es sur le menu. Et donc ça, c'est toujours l'équilibre subtil à trouver en politique. En la matière. Mais pour le reste, il y avait des partis qui sont dans l'opposition, qui ont un grand nombre de parlementaires, qui n'ont pas bougé. Non, pas bougé. Pourquoi? Les seuls qui ont vraiment mais parce que qui ont bougé, c'est le PTB et le Vlaams-Belang. Mais ils n'ont pas bougé. Parce que, ils n'ont pas bougé. Alors peut-être que s'il y avait été au gouvernement, peut-être qu'ils auraient fait autrement. Non, mais ils ont déposé. Mais en attendant, ils ont... Mais ils ont déposé quoi comme texte? Ils ont eu le ministère de la parole, ils ont parlé. Ils ont voté. Mais comme ils n'osaient pas assumer... Non, je vous parle pendant la crise Covid elle-même, oui. Quand on prenait des restrictions, etc. Oui. Les mecs pouvaient déposer des textes au Parlement, ils ne l'ont jamais fait. Non, mais par contre, ils ont contesté la loi pandémie, ils ont voté contre, oui, ils ont après la guerre, c'est toujours facile de dire que... Bah oui. Mais je vous dis, cette loi, elle offre plus de garanties, de débat et de transparence que la situation actuelle. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais trop compris l'opposition qu'il y avait par rapport à cela. Parce qu'en plus, les conditions dans lesquelles on détermine une pandémie, c'est quand même sécurisant aussi. Il y a des conditions de retour au Parlement, je le disais. Il y a des obligations de concertation au niveau du gouvernement. Donc, au contraire, cette fois-ci, au moins, on se dit la prochaine fois, il n'y aura plus d'impact. Après, je vais être très clair avec vous. Très, très clair avec vous. Attention. La vérité, c'est que vous ayez une loi pandémie ou pas, si vous êtes confronté à un phénomène comme celui-là, vous trouverez toujours des juristes pour vous expliquer que via tel article, tel machin, il y a moyen. Ça s'appelle des circonstances totalement exceptionnelles. Et la force de la démocratie, c'est d'avoir des contre-pouvoirs qui peuvent dire à l'un ou l'autre moment, non, là vous dites que c'est une circonstance exceptionnelle et ça n'en est pas une. C'est ça l'enjeu, d'avoir des juridictions, d'avoir des parlements. C'est aussi pour ça que c'est important que les gens votent convenablement. Parce que si vous avez au Parlement des gens qui, à un moment donné, n'ont pas le niveau pour faire le boulot, bah alors c'est un contre-pouvoir que vous perdez. Oui. D'accord, mais bon, dans la loi pandémie, on est d'accord, il y a plus de transparence. Oui et non, on tient à voter cette loi, c'est pour que justement le gouvernement puisse avoir les mains libres et ne pas devoir en permanence consulter le gouvernement, le Parlement. Attendez, aujourd'hui, c'était à 0 moment. Là, dans la loi, c'est tous les 3 mois. Quand vous dites ne pas devoir consulter à n'importe quel moment le Parlement, il y a 2 choses. 1, le Parlement n'est jamais suspendu. Donc même si le gouvernement n'a pas l'obligation de le consulter, le Parlement peut toujours démettre un gouvernement.
et le remplacer, et voter des lois pour contrer des arrêtés ministériels, des arrêtés royaux. Ça, c'était déjà le cas pendant la période Covid. Donc, à un moment, je suis juriste, il faut quand même regarder le fonctionnement de l'État tel qu'il est. Le Parlement est souverain. Le Parlement peut demain matin, en majorité, démettre le Premier ministre, démettre tous les membres du gouvernement, supprimer les 3/4 des lois. Le Parlement peut faire ce qu'il veut, On en il a revient à la la discussion souveraineté. d'avant sur les partis. Mais ça, c'est un autre point. Mais Quand on dit il y en a quelques-uns qui se réfugient un peu facilement derrière les partis, vous croyez vraiment que si un groupe majoritaire de parlementaires ont une conviction très forte sur un sujet fondamental, que le président peut se mettre tout seul devant eux et dire « Mais non, hein, moi quand je sens que le groupe parlementaire a des problèmes sur des dispositions prises par des ministres, par exemple, j'organise une réunion entre chacun d'eux et on essaye de trouver des chemins, mais d'ailleurs, vous savez quoi? On a eu un exemple de cette boutique, Jean-Luc Cruc. Jean-Luc Cruc a fait voter un texte avec lequel nous n'étions pas d'accord sur le plan fiscal. Jean-Luc Cruc n'est plus ministre et maire, d'ailleurs il n'est même plus maire du tout. Mais voilà, donc il ne faut pas croire non plus quand les parlementaires, et c'est normal, vous devez composer avec les différentes structures de votre parti. À un moment donné, les parlementaires wallons ont estimé que ce texte n'était pas un bon texte. Le ministre n'a rien voulu entendre. On a essayé de les concerter, il s'est entêté. Mais résultat, il a perdu sa fonction. Donc ça prouve que quand il y a une vraie volonté de retourner la table, tous les acteurs ont un rôle à jouer dans ces engrenages. donc pour vous, ce n'est pas au programme du MR d'abroger la loi pandémie au niveau régional et au niveau fédéral. Je vais vous le dire autrement. Mais Nous, notre volonté, c'est de supprimer 30% des législations actuelles. Ça a été voté. donc est-ce que dans les 30%, ça a été voté le 23 octobre dernier en congrès. Et notre méthode de travail, ce sera l'utilité et l'efficacité des différentes législations qui existent aujourd'hui. La législation pandémie pourrait en faire partie, objectivement. vous êtes bienvenu si vous voulez expliquer. Et ce que je vous dis là, je ne vous le dis pas pour la circonstance, vous pouvez le vérifier. 23 octobre dernier, on a voté à Bruxelles, au DOCS, 21 propositions programmatiques et dedans, il y a la suppression de 30% de nos législations parce qu'il y a trop de législations aujourd'hui. Il y en a qui se contredisent, elles sont trop lourdes, elles ne sont pas toujours utiles, elles sont parfois incompréhensibles, mal rédigées. Le travail du législateur aujourd'hui est devenu est cochonné en permanence. En plus, on légifère dans de mauvaises conditions et donc je trouve que au lieu de... Vous savez qu'aujourd'hui, on publie journalièrement 4 fois plus de lois qu'au début des années 90. Les années 90, c'est quand même pas la préhistoire, quoi. Les gens étaient civilisés. Eh bien, aujourd'hui, chaque jour, c'est 4 fois plus de lois qu'une journée type en 1990. C'est complètement débile, en fait. Une question, Georges-Louis. Simplement, on est dans un contexte où, par exemple, il y a des gens à qui on donne raison maintenant qu'on n'a pas écouté pendant la crise pandémique. Plein d'exemples, Montagnier, Raoult, etc. Maintenant, donc, même nous, on a été censurés quelque part. Mais c'était quoi? Vous, c'était dangereux d'aller chez vous. Hein. Vous étiez un peu... non, mais... C'est triste qu'on en soit arrivé là quand même. Bon, ce qui est triste, c'est ça. Et je vous remercie, vous êtes venu. Hein. C'est qu'on puisse pas parler. C'est qu'on puisse pas nécessairement parler à tout le monde et parler avec quelqu'un ne veut pas dire être d'accord avec la personne. Et le deuxième élément, c'est qu'en plus, selon la personne qui émet le propos, ça a des conséquences différentes. Voilà. Quand vous êtes un écolo et que vous dérapez, un socialiste, j'ai quand même le sentiment que ça dérape toujours un peu moins fort que si c'est votre serviteur, par exemple. Mais bon, c'est comme ça. Et en particulier, donc c'est un peu ça que tu dit à un moment, le citoyen n'avait pas le sentiment d'être écouté, en fait. Et nous sommes tout le groupe collectif, nous sommes tous des indépendants. Donc on cherche à être défendus aussi. Hein. Il y a des comédiens qui n'ont plus pu travailler dans notre monde, on a dû se réinventer. Et je trouve qu'on n'a pas été entendu là-dessus. Ouais, alors, dire qu'il n'y a pas eu d'écoute, je ne sais pas comment c'est chez les autres, mais moi je peux vous dire qu'on a reçu énormément de gens, qu'on a débloqué beaucoup de moyens financiers aussi. Par exemple avec le double droit passerelle, hein, donc Denis met sur pied droit passerelle, David fait double droit passerelle par après, il y a toute une série de dispositions qui sont prises sur le chômage temporaire, des taux quand même costauds, etc. Oui, mais il y a donc des dispositions, il y en a eu énormément qui ont été prises. L'inquiétude est aussi très présente. De notre côté, vous l'avez constaté vous-même, on s'est battu pour réouvrir des secteurs plutôt que ce que certains voulaient. Et je pense que si on en avait écouté d'autres, on serait plus maintenant. Mais je crois que ça aura encore duré quelques semaines en plus. Mais l'Allemagne a réduit la TVA, les taxes pendant 1 an à prolonger. Oui, alors, mais là, ça pose une autre question. Ça pose la question de notre état budgétaire. Le problème, et c'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voyez nos taux de déficit, on dépense quasi comme en période Covid. Et ça, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que le Covid a eu un très mauvais impact sur les finances publiques.
c'est qu'on est drogué maintenant à la finance publique. Dès qu'il y a le moindre problème, on se dit on va faire un chèque, on va aider, ah ben comme en période Covid, on va refaire ça, etc. Résultat des courses, on a des taux de déficit qui sont presque de 30 milliards aujourd'hui. On était à 42 à l'époque Covid, mais on était à une dizaine avant le Covid. Donc c'est 20 milliards de plus. Il va falloir m'expliquer où part l'argent, quoi. C'est un non-sens. Et donc, le souci, c'est exactement ce que vous évoquez. C'est que des pays qui ont des taux de déficit et d'endettement plus faibles que nous ont des marges beaucoup plus grandes quand vous avez un incident majeur. Et nous, on n'a plus ces marges. Mais si vous voulez parler de l'état des finances publiques bruxelloises et wallonnes sont dramatiques comparativement à la Flandre. Ça, c'est un fait. Mais ça vient de quoi? Ça vient d'un élément sur lequel on insiste en permanence, c'est le taux d'emploi. Moins vous avez de gens qui travaillent, plus vous avez un niveau de fiscalité élevé et plus vous avez des déficits publics importants. C'est logique. Qui alimente la caisse de l'État? Celles et ceux qui travaillent, hein. Celles et ceux qui produisent de la richesse. Donc moins vous en avez, plus vous devez prendre beaucoup sur ces gens et plus vous avez un déficit parce que vous devez prendre en charge toute une partie de l'économie qui n'est pas prise en charge par le privé. Ça, c'est une évidence. Il faut encore avoir confiance dans cette Belgique. Mais moi, j'ai super confiance. Oui, mais la confiance, si je ne l'avais pas, je ne ferais pas de politique. Mais si vous aimez vraiment un pays, une région et que vous faites de la politique, il faut vous bouger, quoi. Et vous bouger, c'est quoi? C'est de proposer des réformes, essayer de les mettre en œuvre, défendre vos idées, même si vous vous faites attaquer. Mais aujourd'hui, dire « moi j'aime la Belgique, mais surtout on ne va faire aucune réforme parce que faire des réformes, c'est quand même dangereux et il y a des gens qui ne pourraient pas être contents », ce n'est pas faire de la politique, c'est de la lâcheté absolue, quoi. Ça n'a aucun sens. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi on assiste. Il y a plein de réformes dont on est relativement tous conscients, j'espère, qu'elles sont nécessaires, mais il y en a une série de gens qui ne veulent pas les faire parce qu'ils ont peur, parce que voilà, il y a des gens qui sont aujourd'hui demandeurs d'emploi mais qui ont la capacité de travailler, qu'il va falloir mettre au travail, qu'il va falloir un peu inciter, il va falloir être un peu dur à un certain moment. Oui, ok, mais bon, si on ne fait pas ça, on va collectivement dans le mur, hein. En fait, aujourd'hui, je trouve que l'Europe, et nos régions en particulier, me font vraiment penser à un enfant gâté qui a plein de jouets. C'est le gamin qui a tellement de jouets qu'à un moment, il prend un jouet et un autre, il commence à taper dedans et à les casser, etc. Mais ça, c'est ce qu'on fait en matière d'énergie, par exemple. On a voulu péter le nucléaire, alors que sans ça, on ne peut pas s'en sortir parce qu'on s'est dit « Ah non, nous, on est un monde postmoderne, on n'a plus besoin de ces énergies, etc. » On fait ça avec l'agriculture. On dit « Ah, les agriculteurs, ça pollue, l'agriculture intensive, c'est mal. » Sauf que si vous cassez ça, vous allez recréer des grandes famines qu'on n'a plus depuis 30 ans dans le monde. Il faut quand même se rendre compte. On fait ça en matière de rapport au travail. On se dit, mais non, le travail, c'est pas bien. Le travail, c'est usant. Puis on ne doit pas nécessairement travailler. Bah ouais, ok, l'argent va venir d'où? Il va pousser sur les arbres. Et donc, en fait, c'est vraiment l'enfant gâté qui est arrivé à un tel niveau de confort et de bien-être qui se dit, ok, on peut tout casser. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que si on n'y prend pas garde, globalement, l'Europe, mais en particulier nos régions, d'ici peut-être 10, 15 ans, je ne suis pas voyant, mais on risque, nous, si ça continue, d'être en retard de développement. Je sais que l'heure, c'est l'heure. Merci à Kassem qui est là dans la salle et merci à Salma qui nous a permis ce rendez-vous. Je rappelle que le président de parti, on vous a invité. On voudrait terminer par, on vous donne une baguette magique. Vous êtes le Macron de la Belgique. Vous pouvez décider de la Belgique. Qu'est-ce que vous prenez? Les 3 règles que vous prenez pour l'avenir. Les 3 premières mesures. La première mesure, elle sera en matière d'enseignement pour faire en sorte que tous les enfants sachent lire, écrire et compter dès la 3e année primaire. Et que si pas, il y a une remédiation, mais aujourd'hui, il y a un problème d'acquisition des compétences de base. 2, une diminution de la fiscalité sur celles et ceux qui travaillent d'une dizaine de milliards d'euros pour que les gens qui bossent se disent « Ok, ça sert à quelque chose », avec comme corollaire la limitation des allocations de chômage dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, on a un tel volume d'emplois que oui, on peut se permettre d'amener des gens vers les métiers en pénurie, 140 000 emplois en pénurie. Et le dernier élément, c'est sur l'aspect de la justice et de la sécurité. C'est un paquet de réformes pour avoir une justice qui est vraiment juste. Mais aujourd'hui, quand vous savez par exemple que quelqu'un qui a un bracelet électronique et qui purge à peine à la maison touche 100 € par semaine, par exemple, d'indemnisation, tout ça parce qu'il n'est pas dans une prison. C'est très à la mode, ça. Mais quand vous voyez des gens qui prennent 17 ans de prison, qui ont des congés pénitentiaires au bout d'1 an, et qu'à côté de ça, vous avez des citoyens qu'on poursuit jusqu'en enfer pour payer une amende de roulage, tant que vous ne réglez pas ça, il ne faudra pas s'étonner que les populistes montent. Donc je pense qu'il y a 3 enjeux, enseignement, fiscalité, emploi, sécurité. Je crois que c'est vraiment les éléments de base que les gens attendent pour pouvoir vivre paisiblement et développer leur vie. Très bien, mais merci en tous les cas. Je rappelle que invitation ouverte à tous les présidents de parti. Vous êtes souvent le premier à commencer.
Donc, si ça peut amener les autres. On n'est pas amené au MR, on est ici parce que c'est plus facile que d'aller dans le studio. Et puis c'est tout, je rappelle que vous êtes tous invités. Merci de répondre à notre invitation. On se revoit. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt.